Ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Ce qui devrait être votre priorité, c'est votre plaisir à l'entraînement et votre progression, pas celle du voisin. Parce que oui, nous n'avons pas tous les mêmes facilités. Certains sont naturellement plus doués en natation, d'autres en course à pied, d'autres en vélo, d'autres dans aucun des trois. Pas de chance, ça arrive. Et c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Quel facteur génétique permet d'avantager un triathlète par rapport à un autre ? Dans des sports ultra concurrentiels, tout le monde ne peut pas devenir champion du monde, même avec la meilleure volonté du monde. Comme je dis tout le temps, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. À haut niveau, là où chaque seconde compte, les meilleurs sont ceux qui présentent à la fois un entraînement méthodique et acharné, mais aussi ceux qui présentent des prédispositions génétiques. Les sportifs pour arriver à haut niveau subissent une sélection naturelle. Par exemple, c'est pas le basket qui fait grandir, c'est le fait d'être grand qui fait qu'on est bon au basket. Et dans le triathlon, eh bien on va voir si c'est à peu près la même chose. Dans cette vidéo, on va s'attarder particulièrement à tous les facteurs anatomiques et morphologiques qui pourraient donner un avantage. Ça sera l'occasion pour nous de revenir sur certaines notions biomécaniques. Puis je finirai par ce qui est pour moi l'avantage ultime qui permet à ceux pour qui c'est l'objectif d'atteindre leur plus haut niveau. Le but de cette vidéo n'est évidemment pas de dire toi tu seras nul toute ta vie, toi t'as vraiment de la chance. Comme je l'ai dit dans la première phase de cette vidéo, le but n'est pas de se comparer avec les autres, que vous soyez avantagé ou non, vous prendrez autant de plaisir à l'entraînement, ça ne change rien. Analyser les particularités corporelles d'une personne, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle l'anthropométrie. À ne pas confondre avec ce qui était à la mode pendant un moment, les morphotypes, ectomorphes, endomorphes, mésomorphes, dont pour le coup on ne va absolument pas parler parce que ça n'a aucun fondement scientifique. Évidemment, les avantages morphologiques en natation ne sont pas les mêmes qu'en course à pied ni en vélo. C'est pour ça qu'on va commencer par analyser les morphologies de chaque activité séparément, puis dans un deuxième temps, on va voir si dans le triathlon, en mélangeant tout ça, il y a une tendance qui se dégage. En natation, les morphologies généralement observées à haut niveau sont grande taille, grand pied et clavicule longue, buste long, grand bras, hanche étroite, pas trop sec. Si on observe les mêmes tendances chez pratiquement tous les nageurs de haut niveau, c'est parce qu'elles offrent des avantages biomécaniques. Par exemple, des longues clavicules avec des très grands bras permettent d'augmenter significativement l'amplitude de mouvement de chaque coup de bras. Et ça tombe bien parce que la vitesse peut s'exprimer par l'amplitude de mouvement fois la fréquence gestuelle. Techniquement, des clavicules longues permettent aussi un meilleur roulis des épaules ainsi qu'une meilleure rotation interne pendant la phase d'appui. Donc si vous avez des bras courts et ou des épaules étroites, vous ne serez sûrement pas l'un des plus doués en natation. Ce qui ne vous empêchera pas à terme d'être bon, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce qui est contre-intuitif, c'est que d'un point de vue purement mécanique, des longues clavicules avec des grands bras, eh bien ça augmente les bras de levier et dans l'absolu ça rend moins fort sur des exercices, par exemple des exercices de musculation. Ce qui veut dire qu'en natation, le meilleur nageur ne sera pas forcément celui qui, par exemple, pourra faire le plus de traction. Ce qui est quand même intéressant à souligner. En parlant de bras de levier, ça tombe très bien parce que ce qui donne cette allure en V à beaucoup de nageurs, c'est certes la longueur de leur clavicule, mais aussi l'insertion de leur grand dorsal au niveau de l'humérus. Plus le grand dorsal s'attache bas au niveau de l'humérus, plus le levier sera favorable pour venir tirer le bras, et par la même occasion, c'est ce qui va donner cette allure en V. Cette allure en V, en général, elle est accentuée par le fait que les nageurs ont des hanches étroites. Ce qui peut paraître anodin, mais d'un point de vue purement hydrodynamique, ça donne aux nageurs une forme de goutte. Et ça tombe bien, parce que cette forme est l'une des formes les plus hydrodynamiques qu'il existe. C'est la même chose que pour l'aérodynamisme, hein. Si les casques ressemblent à ça, c'est pas un hasard. Un autre point important qui vient influencer la technique, la fréquence et l'amplitude gestuelle, c'est la flexibilité. Si beaucoup de nageurs sont extrêmement souples, voire même génétiquement hyper laxes, c'est pas un hasard. D'un point de vue technique, économie de mouvement, donc de performance, le fait que l'articulation de l'épaule et de l'omoplate n'oppose pas vraiment de résistance à toute l'amplitude du mouvement est super important. Parce que l'énergie que vous perdez contre votre propre restriction articulaire, eh bien c'est de l'énergie que vous ne dépensez pas pour avancer. Dernier point important sur la natation est un sport avec une contraction musculaire à dominante concentrique. Ce qui veut dire que la poussée, ce qui nous fait avancer, se fait grâce à un raccourcissement musculaire, du grand dorsal, du grand pectoral, du long chef du triceps. Ces muscles donc se contractent pour nous faire avancer, mais à aucun moment de la technique ils sont censés résister à l'étirement ou restituer de l'énergie de manière élastique. Dans les sports, avec ce type particulier de contraction, un facteur important à la performance est la longueur musculaire. Et celle-ci, pour le coup, est prédéterminée génétiquement. Un muscle relie deux os par l'intermédiaire de tendons. Plus les tendons sont grands, plus le corps musculaire est court, et inversement, plus le corps musculaire est grand, plus les tendons sont courts. Le corps musculaire est composé de plein de fibres musculaires qui s'étendent d'un tendon à un autre. Et dans ces fibres musculaires, on retrouve des unités contractiles qui sont mis à la fois en série et qui sont mis en parallèle. Quand on parle de muscles longs, on veut dire que le corps musculaire est long et que les tendons sont courts. Dans ce cas-là, comme le corps musculaire est plus long, les fibres sont plus longues, donc ont potentiellement plus d'unités contractiles en série. Autre situation, plus un corps musculaire est gros, c'est-à-dire que plus un muscle est volumineux, plus les fibres sont grosses, et donc plus elles ont la possibilité de mettre d'unités contractiles en parallèle. Pour faire simple, pour rendre un muscle plus puissant,
qui est le produit de la vitesse fois la force. Soit il faut des muscles longs, soit il faut des muscles développés, et le mieux évidemment c'est d'avoir les deux à la fois. A savoir qu'un muscle long, en plus d'avoir un fort potentiel de puissance de base, a en plus de ça un fort potentiel de développement, ce qui veut dire qu'il est de base long, mais qui en plus de ça devient plus facilement gros. Par contre, information importante, ne fait pas dire ce que j'ai pas dit, un muscle court lui aussi peut se développer, lui aussi peut devenir très volumineux. D'ailleurs un muscle court volumineux sera très souvent bien plus puissant qu'un muscle long pas du tout développé. Par contre oui, génétiquement l'avantage d'un muscle long, c'est que s'il a le même diamètre qu'un muscle court, et bien oui, il sera beaucoup plus puissant. Revenons à nos nageurs, ça veut dire que d'un côté on a par exemple des sprinters comme Alain Bernard, Florent Manodou, qui ont besoin d'être hyper puissants, ce qui veut dire que leurs grands pectoraux, leurs triceps et leurs grands dorsaux, en plus d'être longs de base, sont hyper développés. Mais de l'autre côté, on a aussi par exemple Axel Raymond, champion du monde sur 25 km, ou Lucy Charles, détentrice du record sur les 3800 mètres à Kona. Certes, ils n'ont pas besoin d'être aussi puissants qu'un sprinter, puisque sur des courses d'endurance comme ça, c'est plutôt l'économie de mouvement qui va primer. Donc au visuel, en natation, forcément si on compare un sprinter avec un nageur d'endurance, évidemment il y a une différence musculaire. Par contre, si on s'affranchit de cette masse musculaire et qu'on se concentre uniquement sur des critères anatomiques, si on reprend tous les critères que je viens de donner avant, eh bien on se rendra compte que d'un point de vue anatomique, en réalité, ils sont pas si différents que ça. En cyclisme, sur du plat, c'est comme en natation, ce qui coûte vraiment beaucoup d'énergie, c'est l'accélération initiale. Une fois qu'on est lancé et qu'on a atteint notre vitesse cible, notre but c'est simplement de maintenir cette vitesse. Et maintenir une vitesse, ça veut dire lutter contre les forces de frottement qui nous ralentissent. En vélo, c'est principalement la résistance de l'air qui va nous ralentir, et plus on va augmenter notre vitesse, plus la résistance va augmenter. D'où l'importance d'avoir une position aérodynamique. Parce que moins il y a de frottement, moins on devra utiliser d'énergie pour maintenir la même vitesse. Évidemment, ça serait plus simple pour moi de comparer des cyclistes sur piste avec des cyclistes d'endurance. Cependant, même dans les cyclistes d'endurance, il existe des physiques très différents. On peut comparer par exemple des physiques de sprinter comme Peter Sagan avec des physiques de grimpeurs comme celui de Chris Froome. Il faut pas être ultra connaisseur en anatomie pour se rendre compte que Peter est beaucoup plus musclé que Chris. Il a de base des hanches plus larges, ce qui permet à son grand fessier, ses ischio-jambiers et ses quadriceps d'avoir un potentiel de développement plus grand de base, potentiel qui ne s'est pas privé d'exploiter au vu de la grosseur de ses cuisses. Cette masse musculaire lui offre donc une puissance brute beaucoup plus élevée qu'un coureur plus fin. Cependant, ce volume musculaire offre plus de puissance, mais il offre aussi plus de résistance à l'air. Cependant, dans leur discipline où le drafting est autorisé, au final, avoir des grosses cuisses sur du plat, encore je le répète, le gain de puissance lié à sa plus grosse masse musculaire le fait plus accélérer que la résistance à l'air qu'il crée ne le fait ralentir. C'est pour ça que sur des courses assez plates, je suis pas un grand connaisseur à vélo, mais type Paris-Roubaix, c'est en général des physiques plus musclés qui remportent la victoire. La preuve, il me semble qu'il y a 2 ans, c'est Peter Sagan qui a gagné. Et il me semble que l'une des raisons qui l'a empêché de gagner les derniers championnats du monde, c'est justement parce que la course n'était pas plate. Parce que oui, s'il y a une différence de physique entre un grimpeur et un sprinter, c'est justement parce que quand on arrive en montagne, tout change. En montagne, la résistance la plus importante contre laquelle un cycliste doit lutter n'est plus la résistance de l'air, mais est la gravité. Et un gros volume musculaire, en plus d'augmenter sa surface de frottement. La masse musculaire de Peter Sagan liée avec sa structure osseuse augmente considérablement son poids, contrairement à un cycliste plus fin. Et en montagne, le rapport poids-puissance d'un cycliste devient beaucoup plus important que sur du plat. Ce qui fait de Peter Sagan un excellent sprinter, mais un moins bon grimpeur. Au-delà des spécificités aérodynamiques, concentrons-nous sur ce rapport poids-puissance. Le vélo, lui aussi, comme la natation, est un sport principalement concentrique. Donc de la même manière, avoir des muscles longs au niveau des membres inférieurs est un avantage génétique important. Principalement la longueur du quadriceps, mais aussi dans une moindre mesure la longueur musculaire des grands fessiers, des ischio-jambiers et des mollets. Si je vous montre des photos de cyclistes professionnels, qu'ils soient sprinteurs ou grimpeurs, qu'importe, parmi les meilleurs, ils ont quasiment tous des quadriceps longs. Encore une fois, ne vous faites pas piéger, Chris Froome certes est hyper maigre, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des muscles longs au niveau des cuisses. On finit sur le cyclisme avec les muscles du haut du corps. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas d'avantage génétique à avoir dans cette zone du corps. Seuls les cyclistes sur piste ont besoin d'un haut du corps développé afin de pouvoir maintenir leur gainage et maintenir leur vélo quand ils poussent 1500 watts dans le pédalier, mais ce n'est vraiment pas la catégorie qui nous intéresse. Finissons par la course à pied. Ce sport, contrairement aux 2 autres, n'est pas un sport concentrique, mais est un sport pliométrique. C'est-à-dire qu'à chaque impact, les membres inférieurs vont venir emmagasiner de l'énergie, puis ils vont venir la restituer. Ce qui veut dire que pour être économe, ce qui est un facteur de performance important en course de fond, le but est de perdre le moins d'énergie possible à chaque foulée. Le problème, c'est que le muscle, le corps musculaire, n'est en réalité un tissu qui n'est vraiment pas économe. Même contracté, à chaque impact, il se déforme et il perd beaucoup d'énergie. Par contre, les tendons, eux, sont des tissus beaucoup plus raides et restituent beaucoup mieux l'énergie qu'ils emmagasinent. Ce qui signifie que, à l'opposé des 2 sports précédents,
En course de fond, avoir des muscles longs n'est en réalité pas avantageux. Les muscles numéro 1 qui ont particulièrement besoin d'être courts sont le solaire et les jumeaux, plus connus sous le nom de mollets. Avoir ces muscles courts est quasiment un indispensable à la performance à haut niveau, à tel point qu'un autre facteur de performance est la longueur de ses tibias. Plus un tibia est long, plus potentiellement le tendon d'Achille est long et peut venir emmagasiner et restituer de l'énergie. De la même manière qu'en natation, si les nageurs ont un buste long, c'est principalement parce que ça peut permettre au grand dorsal d'être lui aussi plus long. Tout ça pour dire que si vous avez des mollets de moineau comme moi, ne perdez pas espoir. La réalité c'est que vous avez au fond de vous le potentiel de peut-être courir vite un jour. On a parlé des mollets, on pourrait aussi parler du quadriceps. En course sur route, avoir un quadriceps court est un avantage, au même titre qu'avoir les mollets courts est un avantage. Par contre, sur des courses type trail où il y a beaucoup d'ascension, en fait on se rend compte que la motricité pour venir grimper est plus proche d'une motricité à vélo que d'une motricité de course sur route. Ce qui veut dire que du trail et de la course à pied, mais en réalité on est plus avantagé avec des muscles plus longs. Toujours dans une logique d'économie de course, les coureurs ont pratiquement tous des hanches très étroites. Non pas pour former une goutte d'eau comme les nageurs, par contre ça leur permet de diminuer les contraintes au niveau des hanches. Au niveau des hanches, plus elles sont étroites, plus le levier est court et donc moins les stabilisateurs de hanches ont besoin de travailler pour éviter les déformations. Toujours au niveau des membres inférieurs, je l'ai dit tout à l'heure en natation, la vitesse est l'amplitude fois la fréquence, et si on observe les coureurs de fond de haut niveau, on se rend compte que, proportionnellement à leur taille, parce qu'ils sont relativement petits pour un souci de poids, ils ont des jambes très grandes et des petits bustes. Simplement parce qu'avoir des plus grandes jambes leur permet d'avoir une plus grande amplitude à chaque foulée. Pour finir sur la course à pied, comme à vélo, au haut du corps, il n'y a aucun avantage génétique particulier à avoir. Moins c'est développé, mieux c'est, puisque de toute manière, ça ne sert qu'à contrebalancer et à équilibrer le corps pendant la course. On s'est rendu compte que quand on observe chacune de ces disciplines de manière séparée, on observe des tendances très marquées. Pour autant, dans le triathlon, même à haut niveau, en vrai, il n'y a pas une tendance qui se sépare plus qu'une autre. Il y a côte à côte des physiques hyper différents, que ça soit entre chaque distance, mais aussi au sein d'une même distance. Si on compare Katie Zaferes avec par exemple Tyler Spivey ou Cassandre Beaugrand, qui ont toutes les trois gagné l'une face à l'autre, soit en circuit ITU, soit en circuit Super League, on se rend compte qu'elles ont toutes les trois des physiques hyper différents, avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Même si Katie Zaferes rafle 90% des victoires, je vous l'accorde. Chez les hommes, c'est la même chose. On peut comparer Mario Mola avec Vincent Luis, qui ont des physiques totalement différents et qui pourtant l'année dernière se sont partagés la première et la deuxième place au championnat du monde. Le seul facteur sur lequel les triathlètes eux-mêmes semblent être d'accord, c'est que plus la course est longue, plus le renforcement musculaire est une nécessité. Seulement, ce facteur en réalité n'est pas vraiment anatomique, il suffit de faire du renforcement musculaire et on va devenir plus musclé. C'est pour ça que par exemple Lucy Charles, qui a de première vue un physique plutôt élancé, plutôt fin, et en réalité hyper musclé. Je fais un parallèle rapidement entre les coureurs de marathon et les ultra-trailers. De la même manière qu'un triathlète qui va courir sur des formats très courts aura un physique très différent d'un triathlète qui va courir sur des formats très longs. Simplement parce qu'un marathon par rapport à un ultra-trail, ça peut faire mal à dire, mais c'est une épreuve quand même relativement courte. Bref, le fait qu'il y ait 3 sports dans le triathlon, avec chacune de ces 3 sports des nécessités génétiques différentes, le fait qu'il y ait aussi un impact stratégique, fait qu'on n'observe aucune tendance réellement affirmée. Par exemple, Mario Mola, qui n'a pas des bras particulièrement longs, qui a des épaules étroites et qui n'a pas un grand dorsal attaché forcément bas sur l'humérus, en effet, il n'est naturellement pas forcément très doué en natation. Et c'est pour ça que cette année, par exemple, il sort toujours derrière dans l'eau et qui finit toujours dans le chasing pack à vélo. Seulement, même s'il n'est pas particulièrement doué génétiquement pour la natation, il vient contrebalancer ce manque par le fait qu'il est excellent en course à pied. Et il n'est pas rare qu'en course à pied, il vienne remonter 1-2 minutes sur 10 km, ce qui est énorme à haut niveau. On a Henry Schoeman, qui a été élu meilleur nageur masculin sur le circuit Super League, alors qu'il ne fait que 1m70 et qui n'a pas des épaules particulièrement larges. Il brise tous les standards du nageur élancé avec des épaules larges, simplement parce qu'en triathlon, il ne faut pas être excellent dans un sport, mais il faut être au minimum très bon partout. C'est peut-être pour ça qu'il y a par exemple moins de sélection sur les facteurs anatomiques, mais qu'il présente des avantages dans chacun des 3 sports, qui ne leur permet pas d'être excellent dans un, mais très très bon dans les 3. Je finis mes exemples de différences morphologiques avec notre champion Vincent Luis, qui est assurément et de loin le physique le plus musclé du circuit ITU, épaules larges, hanches étroites qui lui permettent d'être bon en natation, hanches étroites et mollets relativement courts qui lui permettent d'être bon en course à pied, et des quadriceps hyper longs qui lui permettent d'être bon en vélo. On mélange tout ça avec un goût pour l'effort et pour le travail très prononcé et on obtient le numéro 1 actuellement au circuit ITU. En parlant du goût de l'effort et du travail, ça tombe bien parce qu'on va arriver sur mon dernier point, qui est un point qui n'intéressera sûrement que les personnes qui sont intéressées par la compétition. C'est que pour moi, le facteur de performance numéro 1 n'est pas génétique, c'est le goût de l'effort. J'ai surtout appris que si on s'entraînait moins que les autres, on était moins fort. Je pense pas être le mec le plus talentueux du circuit, mais
Je suis sûr à 95% d'être un de ceux qui bossent le plus. What are you doing differently that your rivals were not, do you feel? Working harder. Dans un podcast de Taren Triathlon, il interroge Matt Bottrill, un cycliste britannique. Et il dit que d'expérience, quand il recrute des jeunes, ceux qui vont le plus loin, c'est pas forcément ceux qui vont le plus vite à la base ou ceux qui ont le plus de puissance, c'est ceux qui sont investis, réguliers, qui ont le goût du travail et qui écoutent. Pour mesurer ça, il a une technique un peu barbare mais que je trouve drôle. Il leur fait faire simplement un test jusqu'à épuisement. Il s'est simplement rendu compte avec le temps que ceux qui sont le plus résilients à la douleur sur ce type de test sont en général ceux qui ont les capacités d'aller le plus loin. Parce qu'ils sont prêts à fournir le travail nécessaire pour remplir leurs objectifs et que dans ce travail-là, des fois, ils vont devoir souffrir, c'est une certitude. Alors c'est sûr que quand le talent et le travail se rencontrent, et bien là, oui, c'est là où on obtient des champions. Par contre, comme je le dis souvent, il vaut mieux être un tryharder qu'être simplement une personne douée. Je vous dis ça parce qu'on peut prendre un exemple. Mario Mola, je vous ai dit tout à l'heure que génétiquement, il n'était absolument pas prédisposé à faire de la natation. Et bien ça reste sur le papier parce que à force de travail, ça ne l'empêche pas de nager 750 mètres à une moyenne de 1,10 au 100 mètres. Et encore, c'est en compétition, en eau libre, avec après le vélo et la course à pied, donc il doit pas aller à fond. Je suis sûr qu'en réalité, il peut aller beaucoup plus vite. Bref, pour conclure, désolé de vous décevoir si je ne vous ai pas donné de réponse par rapport au triathlon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de mon point de vue, tout le monde peut trouver une distance, un format au triathlon sur lequel il sera particulièrement à l'aise en fonction de ses points forts, de ses points faibles et sur lesquels il va pouvoir prendre du plaisir. Si je prends mon exemple, je suis pas allé m'amuser à aller chercher une qualification sur un parcours ultra montagneux où j'aurais eu aucune chance. De la même manière que Running Addict, au vu de son profil morphologique, n'est pas allé chercher une qualification sur un parcours ultra plat où il aurait été en concurrence avec des gens plus gros, avec plus de puissance, parce que sur le plat, je le répète, comme Peter Sagan, le rapport poids-puissance à vélo est moins important. Donc si vous avez des avantages génétiques, c'est super cool, profitez-en. Si en plus de ces avantages, vous avez de l'ambition et que vous travaillez dur, eh bien vous avez tout pour vous. Pour les autres qui ne pratiquent que par plaisir et qui s'en moquent éperdument de la longueur de leur quadriceps, eh bien vous avez aussi tout à fait raison. Et même si vous ne vous êtes pas senti forcément concerné par 100% de cette vidéo, j'espère au moins qu'elle vous aura appris des choses. Voilà, en attendant le prochain épisode, que vous soyez doué, que vous ne soyez pas doué, on s'en moque, entraînez-vous bien parce qu'au final, c'est ça le plus important. À la prochaine!